l'alerte à Kiev, elle est en cours. Alerte aux drones, notamment russes, qui sont en train de s'approcher de la capitale Kiev, dans un contexte où Vladimir Poutine se dit prêt à aller encore plus loin dans la guerre. Écoutez-le. Nous avons intensifié nos attaques contre les entreprises de l'industrie de défense ukrainienne, y compris celles situées à Kiev, et nous avons commencé à riposter aux actions de l'ennemi contre nos installations civiles, industrielles et logistiques. Le régime de Kiev s'est donné pour objectif de nuire à notre économie. Qu'a-t-il fait? Il a lui-même ouvert la boîte de Pandore. Eh bien, attendez-vous à des répercussions sur vos secteurs économiques les plus sensibles qui, franchement, sont déjà à bout de souffle. Voilà ce Vladimir Poutine très déterminé dans la guerre. Regardez les images de Kiev bombardée ces derniers jours et ces dernières heures. Et à l'heure où nous parlons, une alerte est en cours sur la ville de Kiev. Aurélien Duchesne, vous nous avez rejoint. Les images des derniers jours en témoignent. Hein. Les Russes ont des moyens de bombardement extrêmement puissants sur la ville de Kiev. Kiev n'a pas de moyens de se défendre. Et ce soir, c'est l'état des informations que nous avons. J'attends que la régie nous donne d'autres éléments à ce sujet-là. Donc des drones sont en route dans la région. Ils partent de la région de Tcherniv vers la région de Kiev et l'alerte est en cours dans la capitale. Absolument. Le dernier mois, juillet, a été le mois le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis 2022. Pourquoi ? Parce que certes, les Ukrainiens ont les moyens d'intercepter 90 à 95% des drones russes, même s'il y a aussi une amélioration qualitative pour tuer avec des drones comme les Diran 5 qui sont beaucoup plus durs à intercepter, mais c'est surtout la menace des missiles. D'un côté, on a une Russie qui a multiplié par presque 3 sa production de missiles de croisière et balistiques et qui les emploie de plus en plus massivement contre les villes et infrastructures civiles. Et de l'autre côté, on a des Ukrainiens qui commencent à manquer de missiles Patriot ou encore Aster. Pourquoi est-ce que Kiev a tant de difficultés à se défendre? Il vit vraiment une situation dramatique. À l'heure où nous parlons, ça veut dire qu'ils savent que des missiles et des drones se dirigent vers eux, mais ils savent aussi qu'ils ne pourront pas les arrêter. Absolument, je me souviens, par exemple, quand j'ai vu des missiles Patriot intercepter des missiles Iskander à Kiev, ils nous expliquaient on attend le dernier moment tellement on manque de missiles Patriot. C'est là où on voit les limites du soutien occidental. Et le deuxième aspect, c'est que certes, ils savent faire, encore une fois, en matière d'interception des drones, mais dans le domaine de la lutte anti-missiles, quand vous voyez qu'il n'y a qu'un pays en Europe, qui est la France, qui est encore capable d'intercepter certains types de missiles, les Ukrainiens n'ont pas eu le temps de développer toutes les technologies pour faire face aux menaces russes et désormais nord-coréennes. Quand les Nord-Coréens vont livrer leur nouveau missile KN-23, il faut s'attendre à beaucoup plus de victimes civiles que dans les derniers mois. Cyprien Ronspiller, merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste défense et géopolitique. On est frappé quand même. Sur ce plateau, on disait souvent, les Russes sont à bout de missiles. Les Russes sont à bout. Et visiblement, hélas pour l'Ukraine, ils ne sont pas à bout du tout. Hein. C'est le président Zelensky lui-même qui le dit. Ils ont une capacité de fabrication qui est encore plus grande que ce qu'on pensait. Il parle, je crois, maintenant de 100 missiles balistiques que les Russes peuvent faire chaque mois. Bien sûr, 100 à 110 missiles balistiques par mois, plus l'appui des Nord-Coréens qui commencent à déployer en Russie une unité composée de 6 lanceurs de missiles balistiques armés par 90 militaires et techniciens nord-coréens et 120 missiles. Donc c'est terrifiant. Et en effet, il y a une fuite en avant de Vladimir Poutine. Comment a-t-on pu se tromper à ce point-là? Rappelez-vous, on ironisait beaucoup sur ces plateaux en disant ils volent les machines à laver, ils ont rien, ils ont des chaussettes qui se mettent autour. On disait que c'était une armée de va-nu-pieds, pour ainsi dire. Hein. Ouais. Et on passe de ça à aujourd'hui, on dit... Président Zelensky, qui n'est pas suspect d'être pro-russe, hein, qui dit qu'ils ont une capacité de production extrêmement impressionnante. Ils sacrifient leur économie civile pour leur économie de guerre. Les dépenses militaires de la Russie, elles ont explosé. Aujourd'hui, c'est presque 9 à 10% du produit intérieur brut. Toute l'économie civile est en train de s'effondrer. Et on a les derniers chiffres sectoriels. C'est sur le premier semestre de l'année, les autres véhicules, ça représente 33% de la croissance. Et autres véhicules, c'est quoi? C'est les drones, c'est les blindés. La plupart des secteurs civils, ils sont en récession. Ce que vous dites est très impressionnant. Alors que l'Europe aurait des moyens considérables. C'est quoi le PIB de l'Europe, vous qui êtes hypermnésique, en gros, par rapport au PIB de la Russie? C'est presque 15 000 milliards le PIB de l'Europe. 15 000 milliards. On est 500 millions d'Européens. Et la Russie, c'est quoi le PIB de la Russie? C'est à peine 2500 milliards, mais, et c'est pour ça que ça explique le pourquoi de la résilience de l'économie de guerre russe, la parité de pouvoir d'achat, le PIB de la Russie, est en réalité plutôt à 6 000 milliards. Attendez. Vous dites que l'Europe, 15 000 milliards de PIB, c'est ça? Oui. 15 000 milliards. En nominal, sauf que... Ouais, attendez. Et la Russie, 2500? Plutôt 2500 milliards. Malgré tout l'effort de guerre de l'Europe, on n'arrive pas à faire pièce dans ce domaine-là, en tout cas.
Non, tout à fait, mais effectivement, la notion de parité de pouvoir d'achat est très importante parce que le niveau de vie n'est pas le même en Europe et en Russie. Donc, comparativement, finalement, ils ne s'en tirent pas aussi mal que ça. Maintenant, l'Europe, elle ne s'était pas préparée à la guerre et elle ne s'y est même pas préparée depuis 4 ans et demi. Enfin, pas totalement. Il y a eu des déclarations, il y a des décisions d'augmenter les dépenses d'armement, mais en réalité, c'est totalement insuffisant. Et aujourd'hui, on est dépourvus nous-mêmes de systèmes antimissiles. Oui, la parité de pouvoir d'achat, ça veut dire que vous prenez dans l'armée russe, en moyenne, en dehors des coûts salariaux, un char vous coûte 3 à 4 fois moins cher que dans une armée européenne. Vous avez un pays comme l'Allemagne, malgré un budget de 108 milliards d'euros, ce n'est pas ça qui va réparer 25 ans de lacunes. D'autre côté, la Russie, non seulement leur budget de 180 milliards de dollars à peu près, c'est en réalité plutôt 500 milliards avec la parité de pouvoir d'achat, donc plus que toute l'Europe réunie. Et il y a un dernier aspect, c'est que l'essentiel de ce qu'ils consomment sur le front, en termes de chars, de pièces d'artillerie, ce sont des vieux stocks soviétiques. Nous, on a tout bazardé, eux ont tout gardé et ça commence malheureusement à payer. Si vous nous rejoignez, je rappelle donc qu'une alerte est en cours à Kiev des bombardements puissants que risque la capitale qui a déjà perdu tant de gens, puisque les pertes humaines sont en train de s'alourdir très notablement à Kiev et dans l'Ukraine. Vous allez nous en parler, Marianne Babich, dans un instant. Écoutez, Poutine d'abord, il a parlé par 2 fois devant le congrès de son parti et au journaliste qui lui est très soumis, Zaroubine. Et là, il parle des bailleurs de fonds occidentaux avec la claire volonté de frapper toujours plus et l'Ukraine et possiblement ceux qui l'alimentent. Les frappes contre les infrastructures ukrainiennes sont efficaces. Elles interviennent au bon moment et aident sans aucun doute nos soldats, nos héros au front, à mener à bien leur mission de combat. Pourquoi ? Parce qu'elles entravent la capacité des entreprises de l'industrie de défense ukrainienne à perfectionner leurs armes. Ce perfectionnement s'effectue avec la participation directe des bailleurs de fonds occidentaux. Bien sûr, cela a un impact très direct et positif sur la conduite des opérations militaires en termes d'obtention de résultats militaires. Illustration de cette volonté de frapper toujours plus fort. Regardez les bombardements à Kryvyi, c'est la ville natale du président Zelensky, et c'est ce centre commercial qui a été touché de manière particulièrement cruelle. Ça illustre ce qui est en train de se passer, Mariana. Oui, et à Kryvyi, il y avait 16 morts et 130 blessés, dont 30 graves, une vingtaine d'enfants gravement blessés également. Donc ça se passe non seulement une alerte aérienne à Kyiv en ce moment, mais en ce moment aussi à Soumy, à Kharkiv, dans les régions de Poltava, dans les régions de Zaporizhia. Il y a des safaris humains, comme on dit, dans des villes frontalières, comme ma ville natale, Kherson. Donc la terreur continue, elle était toujours là. Et la stratégie de Poutine de viser les infrastructures, surtout civiles, parce qu'ici, il avait vraiment sa communication très hypocrite en disant que c'était surtout des infrastructures énergétiques ou des infrastructures qui servent à produire des armements de défense. Non, il vise aussi depuis très longtemps, même depuis 2022-2023, des centres commerciaux. Et d'ailleurs, ici à Kryvyi, il y avait justement un centre commercial qui a été visé. Et ce qui se passe à Kyiv, avec chaque alerte aérienne en pleine journée, surtout, il y a déjà beaucoup plus d'angoisse. Et dès qu'il y a une alerte aérienne qui retentit, les gens courent en fait pour quitter les centres commerciaux parce qu'ils comprennent bien que maintenant, ce sont des cibles vraiment pour Poutine. Il y a également des trains qui ont été visés même aujourd'hui entre Zhytomyr et Odessa, et aussi le train de la station Lozova à Kharkiv qui a fait un passager mort et 4 blessés. Donc, la volonté de tuer beaucoup de gens, la double frappe, expliquez bien, c'est-à-dire que là, à Kryvyi, par exemple, il y a eu un premier bombardement et un deuxième qui est fait vraiment pour tuer davantage de gens. C'est un calcul froid. Gens et pour tuer aussi les services de secours, parce qu'en général, on appelle bien sûr les ambulances et d'autres services, et c'est la double frappe qui crée encore plus de terreur c'est assez symbolique aussi parce qu'aujourd'hui c'est la journée du drapeau national ukrainien, demain c'est la journée de l'indépendance de l'Ukraine. Donc ces jours-ci, vraiment le service de renseignement ukrainien
disait à la population civile ukrainienne qu'il faut se cacher aux abris parce que ce sont vraiment des jours assez importants pour Poutine pour parsemer la terreur. Les chiffres, hein, au moins 437 civils, Aurélien Duchesne, ont été tués, 2610 blessés en Ukraine en juillet, c'est 30% de plus qu'en juin, 70% de plus qu'un an auparavant, et jamais on n'avait compté autant de civils tués ou blessés en un seul mois. Il y a une volonté délibérée là de Poutine. Est-ce que ça a marché dans l'histoire d'essayer de faire plier une population comme ça ? Non, jamais. Donc, effectivement, Poutine essaie de terroriser la population. Et là, d'ailleurs, ce qu'il démontre, c'est que c'est une frappe de jour. Parce que généralement, il frappait plutôt de nuit. Et quand on veut frapper des installations logistiques, on le fait de nuit. Donc là, il y a effectivement une volonté de tuer. Mais il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où les populations ont capitulé à cause de ça. Bien au contraire, on se souvient du Blitz à Londres qui a renforcé le patriotisme de la population. Et là, ça ne peut que renforcer la volonté de résistance des Ukrainiens. Pour moi, Zelensky me fait penser à Churchill. Aujourd'hui, il incarne la résistance ukrainienne. Et je vais même vous dire, il incarne la résistance européenne. Parce que l'Ukraine, elle est en première ligne pour toute l'Europe face à une Russie conquérante. Et donc, vraiment, on voit en ce moment qu'il y a des attaques en termes de corruption, par exemple. Mais tant que Zelensky n'est pas personnellement mis en cause, il faut le soutenir parce qu'aujourd'hui, on en a besoin. On en parlera parce qu'il y a ces polémiques sur le fait qu'il honore beaucoup de militants nationalistes qui ont collaboré avec les nazis. Et on voit comme c'est partagé dans les répliques, y compris en Ukraine. Hein, ses partisans et ses adversaires, ça divise. Donc c'est effectivement un débat qui existe en Ukraine même. La France veut aider davantage l'Ukraine. Président de la République, j'ai annoncé au président Zelensky le renforcement de notre soutien avec l'envoi des intercepteurs. Expliquez-nous très exactement ce que la France peut donner pour éviter les images qu'on voit là. Alors ce sont des missiles Aster, donc le sol-air pour abattre notamment des missiles, parce que c'est vraiment là où les Ukrainiens ont un manque, ce sont des missiles antimissiles, et ça ce sera pour équiper la seule batterie SAMPT, ou Mamba, le système de défense aérienne franco-italien qu'on a déployé là-bas. Sauf que ça fait 1 an qu'on n'avait plus renvoyé de missiles. Pourquoi ? Parce qu'on en manque. On est en train de massifier la production. On est passé de 42 mois pour produire des missiles Aster comme ceux qu'on va livrer à l'Ukraine, à 18 mois. Et de l'autre côté, on a commandé, il y a 3 ans de mémoire, 218 missiles. Ça veut dire que ce qu'on a livré à l'Ukraine, c'est peut-être 50 ou 60 missiles. C'est famélique par rapport aux besoins. Et le pire, c'est qu'on attend 2025 pour doper la production, alors que ça fait depuis 2022 qu'il aurait fallu faire